C'est un peu une longue histoire d'amour. Mais là, vous venez pour quelque chose de spécial. Vous venez pour l'inauguration du dernier bâtiment. J'imagine que vous ne venez pas que pour ça. Mais en l'occurrence, si j'ai mis quelques 911 sous les lustres, c'est pour l'inauguration du dernier bâtiment. Pour vous expliquer où vous êtes ici dans le berceau des ocres du Luberon. Entre Roussillon et Rousserel, à côté des mines de Brioux, il y a beaucoup d'usines d'ocre, de bassins de décantation, de tout ce qui a un rapport avec l'ocre. L'ocre, vous savez tout ce que c'est, hein, c'est cette terre rouge que l'on trouve naturellement ici. Et en fait, ces anciennes usines d'ocre, j'ai eu la chance de pouvoir les racheter il y a 20 ans. Donc il y a 20 ans, j'ai racheté ce bâtiment à la mairie, qui était complètement en ruine, et j'ai promis à la mairie de le restaurer en le laissant ouvert au public. Donc si vous êtes là, c'est parce que c'est ouvert au public. Si vous êtes là tous mélangés, il y a pas mal de porchistes évidemment, mais c'est parce que les bâtiments sont ouverts au public. J'ai tenu ma promesse, j'ai restauré l'ancienne usine d'ocre telle qu'elle était au 19e siècle, avec les fours, les tamis, vous verrez à l'intérieur, et j'ai laissé ouvert au public. Après, j'ai transféré mes ateliers qui étaient à Marseille, donc de lustrerie, où on restaure des lustres anciens, où on réédite des lustres anciens, où on crée des luminaires contemporains, et on a une très grande collection de lustres anciens que nous vendons. Donc une spécialité, on est mondialement connu, on est implanté un peu partout dans le monde, avec des ateliers un peu partout. Maintenant, il y a une centaine de personnes qui travaillent réparties sur les 5 continents. Et la lustrerie, c'est l'ancienne usine d'ocre. Donc le public vient visiter les usines d'ocre, beaucoup de gens du village ont leurs parents, grands-parents qui ont travaillé ici, et découvrent nos ateliers. Et il y a 10 ans, j'ai eu la chance d'acquérir ce terrain où j'ai reconstruit plus ou moins ce bâtiment. Alors lui, j'ai été assez libre sur l'architecture, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Et dans ce bâtiment, j'ai créé un musée. Pas un musée parce que j'avais envie de faire venir du monde voir un musée, mais parce que c'était ma collection de lustres anciens. Et cette collection de lustres anciens, je ne voulais pas la vendre à l'époque. Donc pour éviter que les personnes qui viennent me demandent les prix des lustres, j'ai écrit musée sur la porte. Et comme on est ouvert au public et que les gens adorent venir voir la lustrerie, les gens venaient voir le musée. Donc on a commencé à faire un peu de scénographie, on a commencé à mettre les lustres de manière chronologique et à raconter cette histoire des lustres que beaucoup d'entre vous avez déjà vue. Et en fait, pour inaugurer ce bâtiment il y a un peu plus de 10 ans, j'ai eu l'idée d'ouvrir entre Noël et Jour de l'An, donc du 22 décembre au 2 janvier, en mettant sous les lustres, qui correspondaient aux époques, surtout de 1900, on va dire 7-8 à 1950, une très belle collection de Bugatti. Donc j'ai téléphoné à quelques copains, on m'a prêté des Bugatti, et en fait, au bout de la première semaine, mes copains, les copains des copains, ceux qui avaient entendu parler, étaient venus voir les Bugatti éclairés par les lustres. D'abord, j'ai vu que ça faisait très beau. Le reflet, le jeu entre les voitures, les carrosseries et les lustres, c'était superbe. La possibilité qu'avait aussi le public de se dire, mais si ce lustre est de la même époque que cette voiture, ce lustre est vraiment moderne. Parce que j'imaginais plutôt à l'époque d'une voiture pointue que d'une voiture avec la calandre droite, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ça commence à avoir un peu de succès. TF1 me demande de faire un journal de 20 h, un reportage sur l'exposition. Évidemment, je dis oui, ils viennent. Et pendant qu'on était en train de dîner sur place, le caméraman s'est amusé à faire des images dans la Bugatti Atlantique, la Talente. On avait des voitures absolument extraordinaires. 15 voitures complètement folles. Et c'est facile, j'ai plein de copains qui adorent les voitures, plein de copains qui sont très généreux et qui m'ont prêté ces voitures pour refléter mes lustres. Et le journal de 20 h est passé, et en même temps, LCI a utilisé ces images pour faire le générique pendant les vacances de Noël. Certains ont dû le voir de cette exposition, et le présentateur disait maintenant un petit cadeau de Noël à la lustrerie Mathieu en Provence, lumière sur Bugatti, la musique classique et quelques secondes, et ça a eu un succès fou. 10 000 visiteurs sont venus, Europe entière. Il faut dire que les Bugatti qui étaient réunis n'avaient jamais été réunis. 57 Headcrafter, Atlantique, vous savez, celle qui a les coups de Lorraine, enfin, c'était assez intéressant. Moi, je n'avais pas fait ça pour la com internationale, même si je ne crache pas sur la communication internationale, mais j'avais vraiment fait ça pour faire plaisir. Et en fait, je n'ai pas pu fermer l'exposition avant fin janvier, tellement il y a eu du monde et du succès. Ayant appris de mes erreurs, j'ai refait 2 petites expositions sur les carrosseries françaises et quelques expositions amusantes ici à la lustrerie. Et puis j'ai fait une exposition que certains ont dû voir à la Cité de l'Automobile à Mulhouse, en mettant mes voitures, parce que la Cité de l'Automobile avait voulu comparer M. Schlouf et Régis Mathieu Lustrier comme collectionneurs d'art. Et pour les 70 ans de la marque, Porsche m'a demandé de faire une exposition avec mes voitures à la Cité de l'Automobile. Avec le nombre de voitures qu'ils m'avaient prêtées pour mes expositions, je ne pouvais pas dire non. Donc pendant quelques semaines, voire mois, mon garage était très vide, avec des courants d'air, je pouvais passer le balai comme je voulais, et les voitures étaient à Mulhouse. C'était sympathique, une belle expérience.
Et donc, si vous voulez, voiture et lustre, ça a toujours été un petit peu associé. Dans la continuité de laisser ouvert au public la lustrerie, j'ai restauré enfin le dernier bâtiment. C'est le grand que vous avez vu en arrivant. Donc on vient de finir ce bâtiment. Et pour inaugurer ce bâtiment, ma fille et mon fils, autant fan à Porsche que moi, ont eu la bonne idée de me dire papa, fais-nous une exposition de voitures à Noël. Et comme ça, quand le public viendra inaugurer le bâtiment, ben, ils seront surpris de voir ces voitures et ça peut être sympa. Je me suis dit quelle voiture, quelle carrosserie. Là, le bâtiment est assez grand pour que je raconte une vraie histoire. Et puis dans ma tête, j'ai calculé que je pouvais mettre à peu près 40 voitures. Avec mon fils, on s'est dit 1963, 2023, 60 ans. Pourquoi pas faire une exposition sur les 60 ans de la 911. Voilà comment ça a commencé. Nous rentrons de Corse fin août et nous avons écrit sur une feuille de papier, sur un petit carnet, les 40 911 idéales que nous voudrions pour parler des 60 ans de la 911. Alors 40 c'est beaucoup, mais pour parler de 60 ans de 911, 40 c'est pas beaucoup. Si vous mettez les gueules, les machins, les ci, les ça, vous oubliez, vous êtes déjà à 100 très vite. Tous les modèles sont uniques et extraordinaires. Il y a 8 générations. Donc, ramener à 40, c'était compliqué. C'est pour ça que vous allez voir plus de manques que de voitures. Mais il a fallu faire ce choix. Et nous avons essayé d'omettre aucune génération. Essayé que chaque fanatique de chaque génération se dise « Ah ouais, il y a la plus rare de la génération que j'aime. » Parce que moi, vous savez, hein, c'est pas un secret. Moi, c'est plutôt les anciennes que les modernes. Et nous avons fait cette exposition sur le papier en se disant « On va les mettre comme ci, comme ci, comme ci. » On est rentré sur le continent. J'ai passé quelques bouts de fil. Et là, c'était spécial. J'ai dit à mes copains, je voudrais que tu me prêtes la plus rare des voitures de ta collection. Tu sais, celle que tu adores, qui dort dans un coffre-fort, sous la bâche, que tu sors que quand il fait beau, que tu évites les moustiques sur l'autoroute avec. Je voudrais que tu me la prêtes pour la mettre ici à la lustrerie et la mettre en face du grand public. Je suis content de vous voir, les porchistes. Et en fait, la lustrerie est ouverte au public, au souvenir. Donc, les mamies, les petites filles, les gens du village, les gens des alentours, tout le monde va venir à la lustrerie, promener, voir les lustres, et voir les lustres se refléter dans ces carrosseries rutilantes de voitures. Et donc, voilà le concept de l'exposition. Vous allez le voir, vous allez voir aussi les textes. Les textes ne sont pas faits pour nous, les fanats de Porsche qui connaissons tous les détails de toutes les voitures. Ils sont faits pour les mamans et les mamies. Pour que les dames qui viennent voir, alors excusez-moi, hein, plutôt les dames que les hommes, s'intéressent à l'histoire de la 911. Et puis il y a un texte sur les lustres pour que les messieurs s'intéressent à l'histoire des lustres. Je la fais schématique. Hein. Et j'ai voulu, et excusez-moi, vous porchistes, d'avoir fait aussi grand public et aussi généraliste, mais j'ai voulu que ça intéresse quelqu'un qui se fout des bagnoles. C'était ça mon objectif. Si la personne qui se fout des bagnoles commence à s'intéresser à l'histoire de la 911, après ça sera merveilleux, parce que pour le coup, à chaque fois qu'ils vont en passer une 911, ils se diront « Ah, ça c'est la fameuse bagnole qui a 60 ans d'histoire, qui a tout gagné, des rallyes, des trucs, qui a eu des ailerons, des ci, des ça. » Et qui, quelque part, pour ceux qui vont acheter le catalogue, comprendront que si on roule en 911 aujourd'hui, c'est parce qu'un jour il y a eu la coccinelle. Et que sans coccinelle, il n'y aurait pas eu Berlin-Rome. Sans la Berlin-Rome, il n'y aurait pas eu la 356. Sans la 356 Carrera, on n'aurait jamais eu une petite 911 2 litres à volant en bois avec un moteur à carter sec 2 litres et 130 chevaux. Et que sans cette auto-là, aujourd'hui, on ne roulerait pas tous dans une voiture magnifique qui est issue vraiment de la compétition des années 30 à aujourd'hui. Donc, il fallait que je crée cette exposition pour expliquer cette histoire et raconter cette histoire au grand public, mais en même temps que je n'oublie pas les gens qui viennent voir les lustres en fait. Et quelque part, ça les gonfle d'avoir ces voitures où il faut passer à travers. Donc, il y a aussi l'histoire des lustres qui est racontée. Et comme la lustrerie est ouverte au public, imaginez que la lustrerie sans voiture, ça doit être aussi intéressant. Et quand la lustrerie n'a pas de voiture, il y a 3 histoires qui se mélangent dans la lustrerie. La première, c'est l'histoire de l'ocre. Et vous avez tout un jardin autour du premier bâtiment. S'il fait encore jour et que vous voulez faire l'extérieur, c'est vraiment intéressant. Mais l'exposition est censée commencer de nuit, puisque c'est lumière sûre, et qu'elle est toute la scénographie est faite de nuit. D'ailleurs, de nuit, vous verrez, on ne voit pas la poussière, c'est assez magique, parce que de jour, c'est compliqué. On a beaucoup plus de succès que ce qu'on imaginait. Et donc, vous avez l'histoire des lustres, l'histoire, le métier d'art, des compagnons qui travaillent derrière les vitres. Vous verrez, alors là, c'est forcément samedi, ils ne travaillent pas, mais si vous venez un jour de semaine, vous verrez partout des compagnons travailler, monter, ciseler, assembler, dorer des lustres. Vous avez, et la troisième histoire, c'est l'histoire des lustres en fait. On peut passer sur une coursive à l'extérieur du musée, et vous avez comme ça l'histoire des lustres qui commence au Moyen-Âge, jusqu'au XXe siècle, la fin presque au XXIe siècle, dans le bâtiment musée. Et enfin, le dernier bâtiment que vous ne connaissez pas, puisque pour le coup, on l'inaugure maintenant, c'est une restitution d'un bâtiment existant. Alors quand je dis restitution, pour ne pas dire restauration, hein, il restait deux piliers, une dalle et 2 morceaux
de fondation, mais on a refait le bâtiment plus ou moins comme il était à l'époque. Donc vous verrez, ces grands volumes, le log qu'on jette par le haut, ces hangars, c'est la vie de ce village. Il y a les mines de Brioux un peu plus haut, et tout descendait par bâtard d'eau, par système d'écluse, avec un broyeur, et était lavé, puis ça s'évaporait dans les bassins qui sont autour de la lustre, enfin du dernier bâtiment. Et donc toutes ces histoires se mélangent. C'est bien que je ne sois pas avec vous à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur du bâtiment, si on est comme ça, on ne peut plus s'entendre et on n'avance pas. Maintenant, 2 mots sur l'exposition elle-même. Alors, ce qu'on a voulu dans l'exposition, c'est marquer des familles de voitures. Donc, on a choisi 5 familles de voitures. Mais avant de parler de ces 5 familles de voitures, il fallait commencer par les plus anciennes. Donc, dans ce bâtiment-là, vous n'en avez que 2. C'est une 911 de 65. Alors, 65, le petit volant en bois, le petit lettrage 911, Porsche écrit en un seul mot. Évidemment, l'empattement court, les roues très proches des Volkswagen. On est vraiment sur une voiture qui est proche d'une 356. Et puis, vous avez là derrière une voiture qui est amusante, c'est la première 911S de l'histoire. Pour tous ceux d'entre nous, je suis sûr, qui avons un livre Porsche à la maison, c'est la voiture où Ferry Porsche est assis sur le capot comme ça. La fameuse 911 rouge que tout le monde connaît. Donc c'est elle, c'est la première S. Donc S veut dire on passe de 130 chevaux à 160 chevaux, le carter moteur est en aluminium, les pinces de frein en aluminium, les barres de torsion, et surtout la naissance de ces jantes Fuchs que l'on va retrouver jusqu'à aujourd'hui comme étant un symbole de la 911. Et vous passez dans l'autre bâtiment. Dans l'autre bâtiment, vous allez voir toutes les RS. Donc de la RS27 à la 992 GT3 RS, que vous verrez, je pense, tous pour la première fois, parce qu'elle n'a pas été dévoilée au public juste à cette expo dans la lustrerie. Je suis très fier. C'est Porsche Allemagne qui me l'a envoyée. D'ailleurs, elle est remplie de prises à l'intérieur. Je pense qu'elle n'est pas à vendre, celle-là, elle sert du développement. Mais c'était très sympathique de m'envoyer cette voiture, sachant que, rappelez-vous, j'ai demandé ça au mois d'août de cette année. Donc je suis le premier à l'avoir eu entre les mains, à part les journalistes qui ont eu la chance de l'essayer à Silverstone. Après toutes ces RS, et dont j'ai essayé de prendre à chaque fois la plus rare, hein, la 993 Sportless Club Sport, la 997 4 litres, donc vous verrez, j'ai mis des speedsters, forcément, hein, les speedsters, c'est l'histoire de la 911, donc les 4 générations de speedsters, avec en 3 litres 2, la version étroite, la plus rare. Et puis j'ai mis 2 voitures qui sont un peu atypiques dans l'histoire de Porsche. Une qui n'est pas une Porsche, donc une des 29 CTR, pour ceux qui connaissent, Yellowbird, donc la RUF, mais pas une préparation, une RUF en fait. Et Yellowbird, c'était la voiture la plus rapide du monde quand elle est sortie à la fin des années 80. Et on se souvient qu'elle mettait la patate au Lamborghini, au Ferrari, et même au Porsche, il faut le dire. Mais comme elle ressemble à une Porsche, nous, ça, on lui en a pas trop voulu. Attention, on a 911. Hein. On me l'a prêté, ça. Ça, c'est Porsche qui me l'a prêté, c'est ma voiture de fonction pendant l'exposition pour promener les journalistes. Vous verrez d'ailleurs demain, j'emmène Étienne Bruet demain matin sur Turbo faire un tour avec. Et ce matin, Grégory Galifi essayait ici à la lustrerie les émissions de télé. La dernière voiture pour la jonction avec le nouveau bâtiment, c'est une 959. Donc la 959, dans ma génération, c'est un peu le mythe absolu, le laboratoire. Donc c'est une super auto qui roule souvent. Le propriétaire n'est pas à moi. Le propriétaire la laisse chez moi et je m'en sers. Donc je suis très content toute l'année de rouler avec cette voiture. Enfin, vous allez arriver dans le nouveau bâtiment. Et dans le nouveau bâtiment, il y a 3 étages. On va commencer par les Targa, parce que quelque part c'est aussi quelque chose d'important. La 911 Targa en 65-66, c'est la première 911 cabriolet de l'histoire. Aujourd'hui, ça nous embrouille parce qu'il y a Targa et cabriolet au catalogue. Mais à l'époque, c'est un cabriolet avec un arceau. La lunette arrière est souple, le toit s'enlève, c'est décapotable. On ferme les deux. Ou alors, on a 4 possibilités. Et en face d'elle, j'ai mis une 992 Targa Héritage, qui quelque part rend hommage à son arrière-grand-mère, qui est la première 911 Targa. J'ai mis 2 Targa amusantes que vous découvrirez. Et puis, dans le dernier bâtiment, pour mettre en valeur les luminaires contemporains que j'ai dessinés, vous verrez, c'est le bâtiment que j'ai vraiment gardé pour moi, pour mes luminaires contemporains, j'ai mis toute la compétition. Et c'est là qu'on s'est bien amusé, avec mon fils, à choisir les voitures de compétition qu'on avait envie d'avoir. Donc vous verrez, quelques voitures que vous reverrez probablement jamais, ou que peut-être vous n'avez... Non, probablement vous n'avez jamais vu. C'est R1. En 1966, avant que la 911R existe, ils ont fait 3 prototypes à l'usine Porsche. R1, c'est le premier des 3 prototypes. Donc c'est la première 911 de sport de l'histoire. 1966, vous verrez.
celle avec la prise sur le capot, puis une ST en empattement long, et j'ai essayé d'avoir chaque génération la plus rare, donc une SCRS, pour ceux qui connaissent, de l'homologation en groupe B, dans la série G, une 964 RSR, une 992 GT2, une 991 R, et puis au milieu, là où j'ai mis la forme qui me plaisait le plus, quelque part, j'ai mis une GT1, donc 996 GT1. Ça, pour les aficionados, 996, c'est quand même le Graal du Graal, et pour les autres, j'imagine aussi. Mais surtout, la forme est tellement belle, on dirait une vague, et elle est dans mes luminaires au milieu de trois collections. Une collection que vous verrez avec du cristal de roche qui est sur l'espace, un grand arbre qui aurait poussé sur la GT1, comme si on avait laissé la GT1 assez longtemps pour que l'arbre puisse passer de l'extérieur, faire monter ses racines et pousser sur la GT1. Et en fait, sous l'arbre, sous la vague, toute une collection sur la mer. Et cette collection sur la mer, elle est rigolote. J'ai un petit peu mélangé, là, j'ai pas tout à fait respecté ce que j'avais prévu au début, hein, mais c'était pas si facile de s'en laver l'air. Elle est là avec la première 911 turbo de l'histoire. Donc vous allez voir ce qu'on appelle la Carrera RSR 2 litres 1 turbo, qui est en fait rien d'autre qu'une 911 2 litres 8 RSR qui a eu un choc. Porsche a récupéré la caisse, et avec la caisse, ils ont testé les premiers turbos. Vous verrez, c'est celle qui a les petites grilles devant comme nos anciennes 911, alors que les autres ont l'avant qui plonge. Et c'est une des voitures les plus mythiques, en fait, qui a écrit l'histoire de Porsche. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la Martini, on l'a tous en poster quelque part ou en photo quelque part. La fameuse Martini. Devant elle, d'autres voitures de course, des 2 litres 8, des 3 litres RSR, des groupes B, 934, 935, etc. Et quelque part, pour rendre hommage à cette 911 turbo, la première de l'histoire, et pour ne pas oublier les turbos, parce qu'on ne peut pas parler de 911 sans parler de 911 turbo, hein, je pense que dans l'histoire, elle a marqué. J'ai mis toutes les générations, sauf une, parce qu'il me manquait une place, de 911 Turbo S. Alors aujourd'hui, les Turbo S, c'est assez basique, on va dire. Mais dans les 930, il y en a eu 10. Dans les 964, il y en a eu une petite poignée. Dans les 993, un petit peu plus. Mais globalement, les premières Turbo S, c'était rarissime. Et c'est ça qui a enfanté aujourd'hui le fait qu'on puisse s'acheter une Turbo S. Je pense que dans les années 70 ou 80, c'était beaucoup plus compliqué d'avoir une Turbo S. Donc voilà, l'exposition se termine comme ça. Donc je vous encourage à regarder les lustres. Je vous encourage, alors je vais vous ouvrir avant tout le monde, mais tout le monde avant tout le monde, ça fait quand même beaucoup de monde. Hein, voilà. Par contre, pour les autres, soyez sympas, laissez rentrer mes copains du Club Méditerranée en premier. Et puis quand ils partent là-bas, je fais rentrer les personnes qui sont là.